Israël, Gaza, le Hamas. On va parler du conflit à Gaza. Retour en Terre Sainte et plus particulièrement dans la bande de Gaza, puisque nous allons parler du Hamas. Pendant plus de 15 ans, le noyau géographique du Hamas a été Gaza. La stratégie du groupe étant d'administrer et de gérer la bande de Gaza tout en l'utilisant comme base pour affronter et faire pression sur Israël dans le cadre plus général du fameux conflit israélo-palestinien. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos sur le sujet. À la suite des attaques du 7 octobre menées par le Hamas sur le territoire israélien, Israël, son premier ministre Netanyahou et sa faction politique du Likoud ont déployé les grands moyens pour occuper la bande de Gaza. Politiquement, Netanyahou ne peut pas reculer et c'est ce qui explique que l'occupation militaire de la bande est très probable. Reculer serait un suicide politique et Tsahal dispose des ressources nécessaires grâce aussi à l'apport américain pour réaliser cet objectif. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le coût humain n'aura pas été élevé, guerre urbaine oblige. Nous l'avons vu, même si les échanges de tirs ont toujours lieu au Liban et en Syrie, le Hezbollah, l'Iran et les milices chiites se tiennent à bonne distance d'une opération militaire directe sur le territoire israélien. Ils n'ont pas déclenché d'opération tandis que le Hamas tenait la majorité de la bande, il est donc peu probable qu'il se lance quand Israël occupera la bande. Le Hamas va très probablement perdre son noyau géographique, c'est-à-dire Gaza, et avec lui les points d'ancrage dans sa stratégie de son existence légitime. Alors comment le Hamas va-t-il s'adapter à cette situation? Quels seront les défis pour Israël qui souhaite anéantir le Hamas? Vous êtes sur Terra Bellum et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Cette vidéo sera peut-être limitée, voire censurée par YouTube, puisque je vais aborder une thématique assez sensible pour ses fines oreilles. Je rappelle juste que nos vidéos sont dans un but analytique, ont une visée documentaire, et que nous nous basons sur des sources vérifiables d'un seul clic sur Internet. Je compte donc sur vous pour partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous dire comment vous voyez la suite des événements en commentaire, et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Un moyen très simple de nous soutenir, c'est de vous procurer la revue numérique Terra Bellum. Plus d'informations en description et en fin de vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Comme de nombreux groupes, le Hamas est composé de différentes factions unies par une idéologie globale et commune. Ensemble, ils croient en l'idée d'un État palestinien et islamiste, mais il y a des différences subtiles sur la façon d'y parvenir et sur la question de savoir si un tel État doit remplacer et peut remplacer entièrement Israël. Pour comprendre le Hamas, il faut disséquer le Hamas. Les brigades Izz al-Din al-Qassam peuvent être considérées comme la faction la plus radicale. Il s'agit de la branche armée du Hamas, ceux qui sont prêts à donner et prendre la vie pour mener à bien leurs objectifs. Cette structure est et était en grande partie basée géographiquement à Gaza et responsable de la stratégie militaire du groupe. Les brigades Al-Qassam sont favorables à une confrontation violente avec Israël. Ils estiment que les batailles et la guerre renforcent la légitimité du Hamas aux yeux des Palestiniens et forcent Israël à mener des campagnes militaires qui l'isolent progressivement de ses alliés et des puissances internationales. Les brigades Al-Qassam, ce sont ceux qui ont mené principalement, mais pas uniquement, les assauts sur Israël le 7 octobre. Ensuite, il y a l'aile politique du Hamas qui est, elle, en grande partie basée à Doha, au Qatar, et je vous renvoie sur ma vidéo qui traite de la politique du Qatar. Cette aile politique sert de visage au groupe. C'est elle que vous voyez dans les médias, qui s'exprime en public, et c'est elle qui s'engage dans la diplomatie au nom du Hamas à l'étranger. C'est par exemple l'aile politique du Hamas qui a réformé sa charte de 1988, date de sa fondation, en 2017 pour en atténuer la radicalité et s'adapter aux réalités géopolitiques de l'époque, c'est-à-dire une période de normalisation des relations entre les puissances arabes et Israël, et des puissances arabes qui sont aussi moins touchées par les dogmes religieux qu'elles ne l'étaient dans les années 80. Cette charte de 2017 fait débat à l'extérieur. Certains considèrent qu'elle est une forme d'adaptation du Hamas à la réalité politique pour chercher de nouveaux soutiens moins radicaux. D'autres estiment qu'elle est un écran de fumée puisqu'elle ne remet de toute façon pas en question la charte de 1988 et que les événements du 7 octobre ont semé un chaos total. Je vais vous citer quelques exemples et vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, dans la charte de 2017, article 16, il est précisé, je cite,
Le Hamas affirme que son conflit concerne le projet sioniste et non les juifs en raison de leur religion. Le Hamas ne mène pas une lutte contre les juifs parce qu'ils sont juifs, mais mène une lutte contre les sionistes qui occupent la Palestine. Article 17, je cite, « Le Hamas rejette la persécution de tout être humain ou toute atteinte à ses droits pour des raisons nationalistes, religieuses ou sectaires. Le Hamas estime que le projet juif, l'antisémitisme et la persécution des juifs sont des phénomènes fondamentalement liés à l'histoire européenne et non à l'histoire des Arabes et des musulmans ou à leur héritage. » Fin de citation. Un autre article, qui met plus que de l'eau dans son vin, c'est aussi l'article 34, je cite, « Le rôle des femmes palestiniennes est fondamental dans le processus de construction du présent et de l'avenir, tout comme il l'a toujours été dans le processus d'écriture de l'histoire palestinienne. Elles jouent un rôle central dans le projet de résistance, de libération et de construction du système politique. » Vous voyez, le Hamas pense à tout et a même mis sa charte à jour avec les revendications féministes. Et cela, nous le devons à la branche politique du Hamas qui a pour objectif de faire briller la vitrine. Cette charte est visible sur internet, en anglais, vous pouvez aller faire un tour pour vous faire une idée. Certains spécialistes estiment que la charte de 2017 met l'accent sur la politique plus que le religieux qui reste pourtant très présent, d'autres estiment qu'on peut lire entre les lignes que le Hamas ne rejetterait en fait pas totalement la présence d'Israël, je vous en laisserai seul juge. Sachez cependant que ces modifications auraient été faites malgré les objections de nombreux membres de l'aile militante qui continuent de soutenir publiquement le remplacement d'Israël par un État islamiste. Et cela montre bien que vous avez au sein du groupe des divisions d'opinion sur la façon de penser l'avenir du groupe, ou en tout cas des divisions dans le moyen d'atteindre ses objectifs. Et comme tous les groupes qui ont des revendications, il est très probable qu'il y a de plus en plus une division sur les moyens de mettre en place la stratégie du Hamas. Le groupe doit-il être dans un conflit permanent armé? Doit-il user de méthodes terroristes pour atteindre ses objectifs? Ou doit-il faire preuve de souplesse par des moyens moins violents, voire en laissant une porte d'entrée à des soutiens moins radicaux? Et il est probable que le Hamas pourrait suivre la voie de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui avait commencé en tant qu'organisation terroriste revancharde dédiée à la destruction d'Israël, mais qui s'est finalement modérée pour in fine devenir un gouvernement légitime de la Palestine et un gouvernement surtout internationalement reconnu. Ce n'est bien sûr là qu'une hypothèse dans le cas où le Hamas devrait être amené à trouver une solution qui lui soit propre dans l'après-guerre, tandis que sa faction armée sera logiquement très affaiblie par cette guerre. Peut-être que le Hamas n'empruntera pas du tout cette voie et s'engagera dans une confrontation armée à long terme avec Israël, mais aussi avec ses rivaux politiques palestiniens, pensant que le soutien à Israël s'érodera et qu'Israël finira isolé de ses alliés à l'étranger, s'épuisera dans une occupation de la bande et peut-être s'effondrera politiquement. Retenez bien sûr que ce serait trop simpliste, voire faux, de simplement diviser le Hamas en deux, c'est-à-dire une branche militante radicale, armée qui s'acharne à faire la guerre, et une branche politique plus modérée entre guillemets qui suivrait le chemin de l'OLP à l'avenir. Comme toujours, je vous rappelle bien sûr que les intérêts politiques, géopolitiques, militaires, etc. sont bien entendu plus complexes que cela. Le 13 octobre 2023, un article de Le New Yorker a eu un entretien avec un certain Moussa Abou Marzouk, un des chefs politiques du Hamas, basé à Doha, donc au Qatar, et l'article est très intéressant puisqu'il explique que les commandants militaires du Hamas, basés à Gaza, étaient tellement déterminés à garder secret leur plan d'attaque d'Israël qu'ils avaient caché les détails et le calendrier même aux dirigeants politiques de l'organisation. C'est en tout cas ce que raconte ici Abou Marzouk. Le média essaie ensuite d'en savoir davantage, revient sur des questions pour s'assurer des réponses. Marzouk ne crache pas non plus sur la prise de décision bien sûr de la branche armée. Son entretien laisse tout de même savoir que l'aile politique de Doha n'était en grande partie probablement pas au courant de la planification de cette attaque. Alors pourquoi ? Possiblement pour s'assurer que le complot ne serait pas divulgué à Doha, pour arriver ensuite jusqu'à Israël. Quand on pense à la dimension politique, est-ce que la branche armée ne craignait pas en fait que les politiciens du Hamas basés à Doha se seraient opposés à une guerre ? Une guerre qui est en train de leur coûter d'ailleurs le seul territoire palestinien qu'ils contrôlent politiquement depuis les élections de 2006.
Les politiciens du Hamas, même s'ils sont en exil pour la plupart au Qatar, ont besoin d'avoir une légitimité politique sur un territoire, une légitimité qu'ils vont probablement perdre à compter de l'occupation de la bande par l'armée israélienne. Finalement, est-ce que les brigades Al-Qassam n'ont pas donné un coup de pied dans la fourmilière, bousculé les politiciens du Hamas et en quelque sorte forcé le destin, ou plutôt la ligne directrice du Hamas? Pour la branche armée, Gaza n'est pas nécessairement aussi importante que pour la branche politique. Les brigades Al-Qassam suivent en fait un modèle révolutionnaire. Le but est de causer autant de tensions et d'instabilité que possible jusqu'à ce que les systèmes qui empêchent le Hamas d'atteindre ses objectifs s'effondrent. Est-ce que finalement l'attaque du 7 octobre n'avait pas pour but de sécuriser Gaza, mais au contraire devait causer un maximum de ravages dans toute la région et entraîner une réponse militaire israélienne dont le but était de mettre Netanyahou face à une guerre à laquelle il ne pourrait pas s'en extraire au risque d'y passer politiquement. Ceci, tandis que la pression est mise sur Israël à l'ONU, la guerre urbaine, les bombardements, la crise humanitaire que subissent les Palestiniens ne va-t-elle pas aussi permettre à la branche armée du Hamas d'avoir finalement un réservoir de recrues qui ont tout perdu dans cette guerre depuis le 7 octobre ? La branche armée du Hamas n'a-t-elle pas déjà réussi quelques-uns de ses objectifs, non pas à Gaza, mais par exemple en Cisjordanie? Souvenez-vous de ma vidéo sur le Fatah et l'autorité palestinienne qui a bien du mal à se maintenir en Cisjordanie, tandis que l'Arabie Saoudite essaie de sauver les meubles. L'autorité palestinienne et l'armée israélienne ont eu du mal à contenir les troubles dans l'enclave depuis maintenant plusieurs mois. Le Hamas semble s'implanter et gagner en popularité sur le territoire cisjordanien, et en face, les colonies israéliennes grandissent et s'arment, allant même jusqu'à déclencher une remarque d'Emmanuel Macron sur le sujet. C'est vous dire, la situation est véritablement explosive, et n'est-ce pas là le but qui a été recherché par la branche armée du Hamas? Les relations américano-israéliennes aussi, quoi qu'on en dise, sont en train d'atteindre un stade relativement bas depuis plusieurs décennies. L'administration du président Joe Biden critique ouvertement les membres du cabinet israélien, comme par exemple le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ce qui suggère que les tactiques du Hamas pourraient creuser ce fossé entre Israël et l'Occident, un fossé qui pour le Hamas est nécessaire pour affaiblir et frapper Israël. Cependant, vous êtes sur Terra Bellum, thèse, antithèse, tout est plus compliqué comme d'habitude, vous connaissez la chanson. La situation est aussi loin d'être idéale pour le Hamas, même pour la branche armée. La guerre actuelle du Hamas contre Israël, dans une logique de mouvement révolutionnaire, ne doit pas être la dernière. Le groupe devra calculer ses ressources tout en causant des dommages à Israël, mais aussi en provoquant des réactions militaires pour obtenir des avantages diplomatiques et politiques que le Hamas recherche. Cela signifierait par exemple des guerres menées par des hommes du Hamas au Liban, en Cisjordanie, pour étendre les lignes logistiques israéliennes. L'aile armée du Hamas pourrait être aussi en mesure de déclencher ces guerres, mais avec le temps, elle risquerait de perdre la paix et surtout, elle perdrait aussi du soutien, puisque si une bonne partie des Palestiniens ne se reconnaît plus dans l'autorité palestinienne, ce n'est pas pour autant qu'ils se rangeront du côté du Hamas. Les puissances arabes et musulmanes de toute la région pourront aussi blâmer le Hamas, qui est un élément déclencheur du chaos, alors que la région se stabilisait depuis maintenant plusieurs années. Aussi, il y a la question de savoir si l'Occident isolera suffisamment Israël pour le forcer à changer sa politique palestinienne d'une manière qui favoriserait indirectement le Hamas, ce qui est peu probable. C'est une chose pour l'Occident de faire pression sur Israël pour qu'il fournisse un État avec l'autorité palestinienne ou de condamner les bombardements, mais c'en est une autre pour les gouvernements occidentaux de pousser Israël à permettre la montée du Hamas, et ils ne sont pas dupes. Puissance occidentale et puissance arabe convergent d'ailleurs même pour favoriser l'autorité palestinienne et craignent une prise de pouvoir du Hamas en Cisjordanie. Quand on lit la charte du Hamas, on se rend compte que le Hamas a une vision d'Israël comme s'il était un État croisé, qui ne pourrait survivre que tant qu'il maintiendrait le soutien extérieur de l'Occident. Et pourtant, les précédentes guerres israélo-arabes, et particulièrement les premières, ont montré qu'Israël a su maintenir sa place en tant que puissance au Moyen-Orient par les armes et par la détermination de son peuple, sans d'ailleurs bénéficier d'un soutien inconditionnel de l'extérieur, et s'est doté d'une tradition sécuritaire, pour ne pas dire martiale, qui s'est peut-être certes émoussée depuis plusieurs années, mais qu'on ne pourrait pas se risquer à mettre de côté, et que les événements du 7 octobre ont aussi réveillé. Israël est une puissance qui possède des armes nucléaires, des millions de citoyens qui n'ont pas d'endroit où aller autre qu'Israël, et il est donc peu probable que l'Occident isole réellement Israël au point de provoquer un effondrement.
Certains comparent aussi Israël à l'Afrique du Sud du début des années 80 où les sanctions occidentales avaient réussi à renverser le gouvernement d'apartheid et où la pression démographique avait joué un grand rôle. C'est ici encore une fois un raisonnement bancal. Les Arabes, citoyens israéliens, peu importe leur religion, ont des droits politiques. Et même si les radicaux israéliens peuvent avoir des déclarations ouvertement discriminantes contre par exemple les musulmans, mais aussi les chrétiens ou les athées, ces droits sont toujours bien présents en Israël. Quant à l'argument de la balance démographique qui ferait éclater Israël, il est là encore à relativiser. Selon le démographe israélien le plus pessimiste, Arnon Sofer, il y aurait presque autant de juifs que d'arabes israéliens et palestiniens. Arnon Sofer ne compte pas uniquement les citoyens israéliens dans ces chiffres, mais en réalité toute la population présente qui serait composée de 47% de juifs, et si on prend en compte la data officielle du Bureau central des statistiques d'Israël, 76% de la population en Israël est juive. La démographie sur le territoire israélien ne semble donc pas en défaveur d'Israël, en tout cas pas autant qu'elle ne l'était pour la population blanche en Afrique du Sud. Le taux de fécondité est aussi relativement équilibré entre les populations juives et musulmanes. Là encore, selon le Bureau central des statistiques, bien sûr il ne faut pas pour autant nier l'arme démographique qui est utilisée depuis l'aube de l'humanité et dans le cas présent par les différentes populations. Alors, nous avons soulevé l'hypothèse d'une division relative, ou en tout cas de deux façons d'atteindre les objectifs entre la branche armée du Hamas et la branche politique. Nous sommes revenus sur les événements en cours depuis le 7 octobre, c'est-à-dire la guerre, comment cela a pu bénéficier à la branche armée du groupe dans sa logique révolutionnaire, ses arguments stratégiques, mais aussi la probabilité d'un échec militaire face à Israël, avec le gouvernement de Netanyahou qui n'a politiquement aucun intérêt de revenir sur ses pas. Et les politiciens du Hamas ont une approche différente. Si le Hamas assume le rôle de leader du peuple palestinien et surtout subsiste dans le temps, il devra accepter des compromis avec Israël, comme par exemple l'abandon de la lutte armée permanente. Le compromis le plus important pour le Hamas serait d'accepter le droit d'Israël à exister, suivi de promesses de participation politique à l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui pourrait permettre au Hamas de prendre le contrôle du mouvement national palestinien. Ce scénario semblait en train de se dessiner en ce moment même dans cette guerre et dépendra des succès ou non des belligérants. Des responsables du Hamas se sont par exemple dit prêts à se réconcilier avec le Fatah si cela conduisait à l'inclusion du Hamas au sein de l'OLP. N'est-ce pas là une ambition politique qui s'axerait sur le long terme et complètement en contradiction avec la vision militariste, pour ne pas dire révolutionnaire, du groupe? L'OLP et ses soutiens laisseront-ils faire cela? Verront-ils dans cette coalition un moyen de regagner la confiance des Palestiniens? Ou au contraire, y verront-ils un danger à leur existence? Si cela est accepté, ils exigeront forcément à minima des concessions radicales dans la doctrine du Hamas. Mais n'est-ce pas là quelque chose que certains politiciens du Hamas seraient prêts à accepter, puisqu'ils restent avant tout des politiciens? Évidemment, la branche armée du Hamas y serait elle totalement opposée, tout comme d'ailleurs l'Iran, le principal soutien du groupe, et pour qui le conflit israélo-palestinien est un superbe outil diplomatique et politique utile pour faire avancer les intérêts de Téhéran dans toute la région. On en a parlé à de multiples reprises dans nos vidéos. Dans le cas où Israël va occuper la bande, cela signifie que les bases militaires du Hamas seront au Liban et en Syrie, c'est-à-dire des territoires sous influence iranienne et non plus à Gaza. L'Iran disposera donc d'un levier substantiel pour façonner, modifier le comportement des soldats du Hamas et remodeler ses politiques afin de travailler dans le cadre de la stratégie régionale de Téhéran. Alors est-ce que la fin, ou en tout cas la transformation du Hamas, ne serait peut-être qu'une question de temps? Nous avons vu la vision du Hamas dans cette guerre, la façon dont il pense pouvoir l'emporter à long terme, mais nous avons aussi vu qu'Israël a également des cartes en main. Et que sur le terrain, même si la guerre dure depuis 4 mois, force est de constater que ce ne sera probablement qu'une question de temps avant l'occupation de la bande, et pour des raisons politiques, le gouvernement israélien n'a aucun intérêt à s'arrêter en chemin sauf changement majeur. Et c'est à ce moment-là que la scission sera la plus probable au sein du Hamas et que celle-ci pourrait apparaître. En l'absence d'un noyau géographique à Gaza pour ancrer le groupe dans l'après-guerre, il pourrait y avoir des divisions de plus en plus profondes entre les politiciens à Doha qui pourraient même trouver un compromis avec l'OLP en Cisjordanie face aux survivants de la branche militaire qui seraient potentiellement toujours à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, voire au Liban, dans les territoires sous influence et protection de l'Iran. Les politiciens du Hamas continueraient sans doute
apte à poursuivre leur stratégie de soutien diplomatique, voire se rapprocheraient de l'OLP, comme certains peuvent le laisser entendre dans leurs entretiens. Les combattants du Hamas, plus éloignés au Liban et en Syrie quant à eux, auraient toute leur place pour être intégrés dans ce qu'on nomme l'axe de la résistance de l'Iran, un réseau de milices qui est en fait un puissant outil de la stratégie de Téhéran, et cet éloignement créera des incohérences, des fractures de plus en plus visibles au sein du Hamas et pourrait même présager la création de groupes alternatifs basés sur la géographie dans lesquels résideraient les anciens membres du Hamas. Par exemple, après l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis, Al-Qaïda avait cessé d'être une organisation internationale et avait commencé à devenir une organisation régionalisée. Il en a été de même pour l'État islamique après sa défaite en Syrie et en Irak. Aucun des deux mouvements n'a réellement disparu, mais aucun n'est pour autant sorti indemne de ces guerres. Et ces groupes ont tous implosé en de multiples petits groupes avec des objectifs locaux. C'est ce qui est probable d'arriver pour le Hamas, qui pourrait se scinder en de nouvelles factions, certaines plus radicales que d'autres, avec des objectifs et un mode d'emploi différents selon leur géographie. Cet éclatement fragiliserait bien sûr le Hamas, mais permettrait aussi aux différentes factions d'avoir les mains libres pour mener leurs objectifs selon leur propre doctrine. C'est ce qui fait que cette nouvelle ère à laquelle nous sommes en train d'assister laisse présager toujours plus de complications de la scène politique palestinienne, sans pour autant que l'éternel conflit israélo-palestinien ne soit achevé. Pensez-vous qu'Israël pourra véritablement venir à bout du Hamas, comme le clame Benjamin Netanyahou? Comment le Hamas s'adaptera dans le cas où il perdra son territoire à compter de l'occupation de la bande de Gaza? On attend vos retours en commentaire. Je rappelle les gestes simples également, n'oubliez pas le j'aime et de partager cette vidéo. Le nouveau numéro de la revue Terabellum est disponible, c'est plus de 100 pages sur le continent européen avec nos différents contributeurs, jeunes ou moins jeunes, spécialistes ou associations. On y parle des défis migratoires de l'Union européenne, la relation France-Allemagne, la guerre en Ukraine, la neutralité suisse, divers concepts économiques et géographiques. Vous pouvez vous rendre sur le site Issou et consulter le sommaire. Le numéro est disponible à l'unité ou à l'abonnement et vous aurez ainsi nos 3 prochaines publications. Le prochain numéro est en cours de préparation, il portera sur le continent africain. Si vous êtes spécialiste, chercheur, étudiant en master, voire même que vous avez une qualification particulière, que ce soit en géographie, en histoire ou en économie, et que vous souhaitez y contribuer avec un sujet, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse auteur@terabellum.fr. Encore merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.